Au cœur de la nuit, une princesse de 88 ans commit un acte d'une audace si discrète et d'une méticulosité si calculée qu'il allait bouleverser à jamais la paix fragile que le roi Charles III avait patiemment construite pendant des décennies. La princesse Alexandra, nièce adorée de la défunte reine-mère et gardienne fidèle et loyale des secrets les plus intimes de sa famille, mit à exécution un plan machiavélique qui mûrissait dans l'ombre depuis plus de 20 ans. L'importance du moment était indéniable. Un lourd coffret de velours bordeaux scellé d'initiales dorées en relief était resté intact pendant 20 ans. À l'intérieur reposaient des joyaux historiques inestimables, restés à l'abri des regards depuis le décès de la reine mère Élisabeth au printemps 2002. La princesse Alexandra, l'un des derniers témoins d'une époque où la dignité royale était inébranlable, remit ce coffret entre les mains tremblantes de Catherine, princesse de Galles. L'affaire prit une tournure explosive. À cause d'une omission flagrante, la reine Camilla fut complètement mise à l'écart, ni consultée, ni informée, ni même mentionnée lors de la transmission. La reine, consort du Royaume-Uni, fut ignorée comme si elle n'existait pas dans la hiérarchie royale. Pour comprendre pourquoi la princesse Alexandra a osé un geste aussi audacieux, au risque de déclencher une guerre civile royale, il faut regarder bien au-delà des bijoux eux-mêmes. Il ne s'agissait pas simplement de diamants de perles rares ou de saphirs étincelants. C'est une histoire d'héritage de loyauté indéfectible et d'une lutte silencieuse pour l'âme morale de la monarchie britannique. Elle est faite de prophéties secrètes, de codicilles dissimulés dans des testaments et de promesses solennelles faites sur un dernier souffle qui ne sont révélées qu'aujourd'hui. L'ampleur de ce transfert clandestin nocturne exige un retour aux dernières années de la longue et marquante vie de la reine-mère. Le grand public se souvient surtout de la reine-mère comme d'une grand-mère douce, vêtue de couleurs pastel, toujours souriante et d'une grâce infinie. Pourtant, derrière cette façade apaisante se cachait une femme d'une force de caractère exceptionnelle qui comprenait mieux que quiconque les rouages du pouvoir institutionnel. Elle avait survécu à la terrible crise d'abdication de 1936, voyant son beau-frère renoncer au trône sacré par amour. Elle était restée inébranlable aux côtés du roi George VI durant les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, refusant de quitter Londres, même lorsque les bombes s'abattaient sur les portes de Buckingham Palace. De toutes ces épreuves, elle avait tiré une leçon cruciale et incontestable pour la pérennité de la monarchie. La continuité de cette monarchie millénaire repose entièrement sur le choix des individus, capables de perpétuer son lourd héritage. Dans ces dernières années, la reine-mère s'inquiétait de plus en plus profondément de l'avenir de la maison de Windsor. Elle assista avec une profonde tristesse à la mort tragique de Diana qui fractura la famille et retourna l'opinion publique contre l'institution. Elle observa avec une désapprobation sourde et latente la relation du prince Charles avec Camilla passer d'un scandale public retentissant à une réalité acceptée à contre-cœur. Consciente de l'avenir de la couronne, elle prit une décision décisive dont les répercussions se feraient sentir pendant des décennies. La matriarche modifia discrètement son testament dans le plus grand secret, créant un codicille strictement privé, distinct du document officiel. Ce document secret contenait des instructions juridiquement contraignantes et profondément personnelles concernant ses biens les plus précieux. Il ne s'agissait pas des joyaux de la couronne qui appartiennent à l'État et se transmettent directement de monarque en monarque. C'étaient ses bijoux personnels choisis, portés et chéris tout au long de sa vie, comme symbole tangible de son identité unique. Dans ce document secret, elle a essayé d'exprimer clairement ses dernières volontés aux générations futures. Ces bijoux devaient être offerts exclusivement à une future reine qui incarnerait la grâce plutôt que l'ambition et la dignité discrète plutôt qu'une soif désespérée de reconnaissance publique. L'exclusion de Camilla était délibérée, calculée et absolument dévastatrice, constituant un jugement final de la part de la matriarche vénérée. La reine-mère est allée bien au-delà de la simple rédaction d'instructions successorales
créant ainsi une véritable prophétie royale. Elle a décrit avec éloquence une reine d'une force tranquille qui viendrait un jour restaurer le sens moral perdu de la monarchie. Elle a décrit les vertus requises de cette future femme avec une précision et une profondeur de caractère telle qu'elle ne laissait place à aucune interprétation. Lorsque la jeune Catherine Middleton a rejoint officiellement la famille royale des années plus tard, la princesse Alexandra l'a immédiatement reconnue comme la figure exacte que sa tante avait pressentie. La reine-mère avait en quelque sorte prédit le rôle essentiel que Catherine jouerait au sein de la famille bien avant même qu'elle ne franchisse le seuil d'un palais royal. La lourde responsabilité d'exécuter cette directive posthume incombait à la princesse Alexandra, cousine germaine de la reine Élisabeth II. Tout au long de sa vie, Alexandra fut la nièce préférée de la reine-mère et sa confidente la plus fidèle. Tandis que d'autres membres éminents de la famille royale recherchaient fréquemment la notoriété et faisaient souvent la une des journaux, Alexandra incarnait à la perfection les valeurs royales traditionnelles. Elle représentait une discrétion absolue, un sens du devoir silencieux et une loyauté indéfectible, presque religieuse, envers la couronne. Elle accomplit des milliers d'engagements royaux au cours de sa longue vie, sans jamais rechercher la gloire, sans jamais se plaindre et sans jamais provoquer le moindre scandale. C'est à cette culte de cette figure d'une discrétion exemplaire que la reine-mère confia son secret le plus précieux, son dernier, avant de mourir. Alexandra porta ce lourd fardeau pendant plus de 20 ans, observant avec attention l'évolution des relations familiales. Elle attendait le signe indéniable qui lui indiquerait que le moment était enfin venu d'exaucer le dernier vœu de sa tante. Ce signe ne se manifesta pas en un instant, mais au fil des années passées, à observer le parcours serein et imperturbable de Catherine. Alexandra vit Catherine endurer des moqueries humiliantes avec une dignité absolue et imperturbable durant ses premières années sous le regard du public. Alexandra a vu Catherine subir un examen médiatique intense et intrusif, sans jamais riposter ni chercher la compassion lors d'interviews publiques. Elle a vu la jeune femme épouser un membre de la famille la plus scrutée au monde et comme par miracle conserver son authenticité et son intégrité morale. Alexandra a reconnu à Catherine exactement ce que la reine-mère avait si éloquemment décrit dans son codicille secret des décennies auparavant. La force formidable de Catherine puisait sa source dans la grâce, la patience et le sens du devoir, et non dans la démagogie, les manœuvres politiques ou la manipulation. La prophétie s'étant accomplie, Alexandra savait précisément ce qu'elle devait faire pour honorer les dernières volontés de la matriarche. Lors d'une nuit qui restera à jamais gravée dans les annales secrètes de l'histoire royale, la princesse Alexandra passa à l'action. Il était tard bien après 22 heures, et la plupart des employés du palais étaient déjà couchés. Les grands couloirs historiques de Clarence House étaient plongés dans une pénombre épaisse, bercés par le tic-tac régulier des horloges anciennes. Les registres de sécurité officiels ne mentionnaient aucune réunion, aucun rendez-vous programmé, aucun visiteur enregistré. Alexandra arriva à l'improviste, ses mains frêles, serrant un coffret de velours qu'elle avait conservé dans son coffre-fort personnel pendant plus de 20 ans. Catherine était seule dans le salon, sans assistant secrétaire particulier, ni service de sécurité. La rencontre n'avait fait l'objet d'aucun compte rendu, laissant aux deux femmes seules le poids de cet instant historique. Alexandra déposa lentement le lourd coffret de velours sur la table ancienne, cirée, entre elles, révélant une œuvre d'art digne d'un musée. Le velours bordeaux, profond et riche, était maintenu par des charnières en laiton patiné par le temps. Les deux lettres majestueuses, estampillées en lettres d'or, délavées sur le couvercle, ne laissaient aucun doute sur l'identité de la première propriétaire. Alexandra présenta le coffret non comme une offrande de politesse, mais comme une transmission absolue et irréfutable d'un destin historique. Catherine, muette de stupeur, comprit immédiatement la nature du coffret, sa signification et les immenses implications constitutionnelles qu'il impliquait.
Elle hésita, d'abord pleinement consciente de la crise familiale que cet héritage pourrait aisément déclencher au sein de la monarchie moderne. Cependant, la conviction inébranlable et l'autorité redoutable d'Alexandre balayèrent rapidement toute idée de restituer ces précieux héritages aux coffres royaux. Elle affirma clairement que le protocole moderne n'avait aucune importance. Seul comptait le respect des volontés explicites de la propriétaire originelle. Une fois le coffret ouvert, le poids de l'histoire se révéla enfin sous la lumière tamisée du salon. La pièce maîtresse posée sur la doublure de soie était immédiatement reconnaissable pour quiconque avait étudié l'histoire royale du XXe siècle. Il s'agissait de la broche de la reine-mère, le bijou emblématique qu'elle portait lors du couronnement de la reine Élisabeth II en 1953. Dans le langage hautement codé du symbolisme royal, cette broche représentait son rôle indéfectible de gardienne spirituelle et maternelle des valeurs fondamentales de la monarchie. Elle était restée invisible au public, depuis sa mort longtemps considérée comme perdue dans les impénétrables archives royales. La broche du gardien était accompagnée d'un lumineux collier de perles à plusieurs rangs que la reine-mère portait lors de sa dernière apparition publique. L'écrin contenait également une paire de boucles d'oreilles vermeilles, en diamant d'une beauté à couper le souffle, offerte par son époux bien-aimé, le roi George VI. Une magnifique bague en saphir ayant appartenu à la reine Mary reposait à côté des diamants, complétant ainsi cette collection historique. Pourtant, au milieu de tous ces joyaux éblouissants, l'objet le plus frappant était un simple morceau de parchemin plié, scellé à la cire rouge foncée. La lettre manuscrite transforma cette rencontre nocturne d'un généreux cadeau familial en une révélation historique bouleversante. Écrit de la main élégante et fluide de la reine-mère, sur un papier épais, le message profondément personnel toucha Catherine au plus profond de son être. La lettre s'adressait directement à la future reine, soulignant que les bijoux représentaient la valeur plus que la richesse et les principes plus que le simple pouvoir. Elle expliquait que le véritable service à la couronne exigeait de se soumettre à quelque chose de bien plus grand que l'ambition personnelle ou la vanité. La matriarche confirmait que la destinataire n'avait pas été choisie par favoritisme, mais pour son caractère indéniable et sa volonté de persévérer. Ce message rappelait avec force que la véritable force de la monarchie réside dans le respect discret qu'elle inspire par une dignité inébranlable. Il chargeait explicitement Catherine de veiller sur la conscience de la couronne, définissant ce rôle comme le plus authentique et le plus vital pour une reine. Catherine prit conscience de la portée des paroles de la matriarche, réalisant que la reine-mère avait pressenti la crise de leadership à laquelle la famille était désormais confrontée. L'implication était lourde. Camilla ne posséderait jamais les qualités essentielles requises pour guider la nation. La reine-mère avait méticuleusement orchestré depuis l'au-delà un plan pour s'assurer que l'héritage moral ultime lui échappe totalement. Naturellement, un secret d'une telle importance ne pouvait rester enfoui éternellement dans le monde interconnecté des maisons royales. Les rumeurs se propagent bien plus vite que les notes officielles et en moins de 48 heures, les détails du transfert nocturne parvinrent aux oreilles de la reine Camilla. La reine consort régnante fut profondément bouleversée en apprenant ce qui s'était passé à Clarence House. Elle avait déployé une énergie considérable pour se forger une réputation publique d'imperturbabilité et de capacité à encaisser les coups avec optimisme. Cette révélation, cependant, brisa complètement son masque de stoïcisme, la touchant au plus profond d'elle-même à sa plus grande vulnérabilité. Il ne s'agissait pas de simples spéculations médiatiques, ni d'un sondage d'opinion hostile. C'était la matriarche la plus vénérée de la famille royale qui s'exprimait depuis l'au-delà. La reine-mère avait déclaré sans équivoque que Camilla était fondamentalement indigne de porter l'héritage moral de la couronne qu'elle arborait désormais. Camilla se retira des heures, durant dans son bureau, coupant court à tout contact avec son personnel et même avec le roi Charles. Ses plus proches conseillers s'efforcèrent frénétiquement de minimiser l'événement, cherchant à en réduire la portée brutale
en qualifiant les objets de simples bijoux. Mais Camilla avait compris la vérité. Non dite, c'était un jugement définitif et irrévocable sur son caractère que aucune campagne de relations publiques ne pourrait jamais effacer. Le roi Charles III se retrouva soudain pris au piège d'un véritable cauchemar éveillé, déchiré par des loyautés familiales violemment opposées. Il était tiraillé entre la femme qu'il aimait et pour laquelle il avait lutté contre l'ordre établi et le poids écrasant des souhaits de sa grand-mère. Catherine, prise entre deux feux, n'avait rien fait de mal, si ce n'est posséder la grâce même qu'exigeait l'histoire. À son désespoir s'ajoutait la certitude que sa propre mère, la reine Élisabeth II, devait être au courant de cette situation et avait gardé le silence. Charles était profondément anéanti, déplorant que des fantômes du passé continuent de dicter les règles de l'existence de la monarchie moderne. Malgré son profond chagrin, Charles comprenait la dure réalité politique de sa situation de monarque régnant. Il ne pouvait revenir sur cette transmission sans donner l'impression de bafouer, avec arrogance, les dernières volontés de sa grand-mère universellement aimée. L'image publique aurait été catastrophique car le public britannique vénérait et admirait Catherine avec une ferveur croissante. Si Charles tentait d'user de son autorité royale pour récupérer les joyaux, il serait perçu comme un tyran s'attaquant à un héritage sacré. N'ayant d'autre choix, le roi prit la décision la plus royale qui soit celle d'un silence stratégique absolu. Tandis que le roi était en proie à l'indécision, le prince William prit des mesures rapides et fermes pour protéger son épouse. Il avait toujours défendu Catherine avec une intransigeance farouche, la voyant affronter avec grâce la pression écrasante de la vie royale. Il était hors de question qu'il laisse quiconque lui faire éprouver la moindre culpabilité pour avoir reçu ce qui lui revenait de droit. William organisa une réunion à huis clos tendu, mais empreinte de respect, avec son père afin de lui exposer plusieurs points incontestables concernant la transmission. Il rappela à Charles que les joyaux étaient la propriété personnelle d'une personne incarnant des valeurs spécifiques et que le nier reviendrait à réécrire l'histoire. William a souligné que Catherine n'avait jamais sollicité ce cadeau, mais qu'elle avait accompli sans effort une prophétie faite avant son arrivée. Il a mis en garde son père contre les conséquences désastreuses qu'aurait pour l'institution un retour forcé qui jetterait le discrédit et le mépris aux yeux du monde. Finalement, William a révélé une vérité bouleversante, affirmant que ce que Charles n'était pas destiné à donner ne pouvait lui appartenir. Cette leçon magistrale de diplomatie royale a permis de recentrer la situation sur le respect des dernières volontés de la reine-mère plutôt que sur une querelle familiale mesquine. Elle a offert à Charles une manière honorable d'accepter cette douloureuse réalité sans avoir le sentiment d'avoir trahi la dignité de son épouse. Catherine garda les bijoux historiques. Elle l'abrit des regards pendant plusieurs semaines, consciente du caractère explosif de la situation. Elle fit preuve d'une extrême prudence quant à la manière et au moment de révéler le transfert attendant l'occasion idéale. Au lieu d'opter pour un banquet d'état fastueux ou une cérémonie très médiatisée, elle choisit un événement caritatif modeste et discret, dédié à la protection de l'enfance. Elle descendit de voiture, salua chaleureusement ses hôtes. Et là, elle apparut épinglée avec élégance à son manteau la broche du gardien. Le temps sembla s'arrêter de tourner lorsqu'un photographe amateur immortalisa le bijou baigné par la lumière de l'après-midi sous un cliché à haute résolution. L'image fut immédiatement partagée sur les réseaux sociaux, permettant aux observateurs de la famille royale et aux historiens d'identifier instantanément la broche emblématique. Le lendemain matin, les gros titres des journaux du monde entier annonçaient pas que l'héritage de la reine-mère avait été officiellement transmis à Catherine. Buckingham Palace garda un silence total et obstiné sur la question, une décision stratégique qui ne fit qu'alimenter les spéculations les plus folles. Catherine traita cette pièce historique inestimable comme un simple accessoire, refusant de reconnaître la portée symbolique de cette succession
Ce faisant, elle accepta d'emblée le lourd héritage de la matriarche, reconnaissant ainsi de manière discrète mais indéniable la grâce suprême qui en découlait. La réaction du public britannique fut massive, les sondages éclairent, révélant une approbation écrasante quant à la transmission des joyaux personnels à Catherine. La grande majorité du public a affirmé que cette transmission prouvait sans équivoque que Catherine était la seule héritière légitime de l'héritage moral. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de photos comparatives montrant Catherine et la reine-mère portant exactement le même bijou à des décennies d'intervalle. D'éminents commentateurs royaux louent de Catherine pour avoir rappelé à toute la nation que la monarchie repose sur le caractère, le devoir et le service et non sur le pouvoir brut. La reine-mère avait perçu ces qualités en elle des décennies auparavant et le public assistait enfin à la concrétisation de cette vision. Dans les longues semaines et les mois qui suivirent cette révélation bouleversante, un changement notable s'opéra dans la présence publique de la reine Camilla. Elle ne cessa pas d'assumer ses fonctions royales, ni de faire de déclarations fracassantes, mais elle se fit discrètement plus rare. Oui, elle passa beaucoup plus de temps seule dans ses appartements privés, déclinant plusieurs événements importants pour des raisons de santé mineure ou des conflits d'agenda. Ses apparitions publiques devinrent nettement plus sobres, moins rayonnantes et dépourvues de l'assurance qu'elle s'était tant efforcée de projeter. Elle eut le sentiment d'avoir été jugée par la plus haute juridiction de l'histoire et déclarée coupable sans possibilité d'appel. La situation autour de l'écrin de velours renfermant les bijoux devint une métaphore poignante du parcours tumultueux de Camilla au sein de la famille royale. Elle avait toujours réussi à survivre et à se frayer un chemin jusqu'au cœur du pouvoir sans jamais être pleinement acceptée par les figures emblématiques. Toujours présente sur les photographies, elle n'appartenait pourtant jamais vraiment à la mythologie et à la conscience morale de la couronne. Un moment particulièrement émouvant survint lors d'une réunion de famille privée, lorsque Catherine entra portant le simple collier de perles de la reine-mère. Le regard de Camilla se posa un instant sur les perles avant de se détourner aussitôt ce regard silencieux en disant long sur le fossé infranchissable qui les séparait. Cette passation de pouvoir nocturne prouve que le poids du passé continue d'exercer une forte emprise sur la dynamique actuelle de la famille royale. La monarchie britannique n'est pas une institution uniquement régie par des traditions vivantes. C'est une vaste demeure ancestrale, imprégnée d'immenses attentes. Elle confirme une vérité intemporelle, le caractère primera toujours infiniment sur la position formelle ou les titres constitutionnels. La véritable autorité morale, la légitimité spirituelle de la couronne et l'affection sincère du public ont court-circuité le trône pour se concentrer sur Catherine. La monarchie moderne fonctionne en réalité comme deux institutions distinctes, la structure constitutionnelle formelle incarnée par Camilla et l'autorité morale symbolique exercée par Catherine. De plus, le rôle audacieux de la princesse Alexandra révèle une structure de pouvoir fascinante et occulte, opérant discrètement au sein de la maison de Windsor. Les membres les plus âgés de la famille royale, bien qu'éloignés de l'ordre de succession directe, peuvent profondément influencer l'orientation ultime de la monarchie grâce à leur autorité morale. En livrant simplement un coffret de velours en pleine nuit, cette femme de 88 ans a exercé un pouvoir historique bien plus important que celui que beaucoup de membres actifs de la famille royale exercent en une vie. En définitive, ce récit est une réflexion profonde sur ce que la monarchie représente fondamentalement pour le monde et ses citoyens. La reine-mère a explicitement choisi Catherine pour s'assurer que sa vision idéaliste de la couronne survive au scandale de l'ère moderne. Pourtant, les historiens de la famille royale se posent désormais une question bien plus vaste et dangereuse, concernant les secrets encore enfouis entre les murs du palais. Qu'a donc laissé la reine-mère dans ses coffres scellés et ultra sécurisés, enfouis au plus profond des archives royales, et portant la seule mention QM, des rumeurs persistantes laissent entendre que ces coffres renferment des lettres explosives
détaillant sa vision sans concession de l'avenir et de l'évolution de la monarchie. Il pourrait contenir des journaux intimes, des directives strictes sur les traditions ancestrales ou des indices accablants quant à l'identité de l'héritier du trône. La princesse Alexandra sait précisément ce que renferment ces coffres, mais, fidèle à sa nature disciplinée, elle garde le silence, attendant le moment opportun.